soir, le 18-20, Sébastien Krebs. 18h18 sur Europe 1, j'accueille le premier invité d'Europe Soir, Maître Antoine Horry. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes avocat et membre d'un collectif qui défend l'association des interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française. Ces Afghans qui ont travaillé pour la France en Afghanistan et qui sont maintenant en danger depuis que les talibans ont pris le pouvoir. Combien sont-ils et que sait-on d'eux, de leur situation ce soir ? Alors, combien sont-ils ? C'est un chiffre qui évolue un peu chaque heure, mais on évalue pour l'instant à une grosse centaine le nombre de personnes qui sont des anciens interprètes et auxiliaires de l'armée française en Afghanistan. Et quelle est leur situation actuellement ? Eh bien, ils sont cloîtrés chez eux. On leur a donné pour consigne de ne surtout pas sortir tant qu'ils ne seront pas appelés par la cellule de crise du Quai d'Orsay ou par les officiels français à Kaboul. Et donc là, ils sont cloîtrés chez eux, très inquiets, et ils ont l'espoir d'être appelés pour être ensuite emmenés à l'aéroport et évacués vers la France. Vous êtes en contact vous-même directement avec eux ? Bien sûr, je suis en contact quotidien et permanent avec eux. J'ai toujours été en contact avec eux depuis plusieurs années. Là, les contacts se faisaient beaucoup plus pressants ces derniers mois et ces dernières semaines. Et là, maintenant, vu l'urgence, effectivement, c'est une actualisation de la situation toutes les heures avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont évidemment très très inquiets. Ils sont très inquiets. Ils l'étaient depuis le début, mais là, effectivement, ils sentent bien que si jamais ils n'arrivent pas à sortir de l'Afghanistan, ils seront voués à une mort absolument certaine. Et ils savent très bien qu'en dépit des promesses d'amnistie des talibans, ils seront pris pour des exemples et certainement exécutés par les talibans. Oui, parce que le porte-parole des talibans dit à l'instant la guerre est terminée, tout le monde est pardonné. Vous y croyez ? Alors évidemment non, la parole des talibans sur ce point ne vaut absolument rien. Et d'ailleurs, je vous rappellerai que les talibans ont fait des déclarations en ce sens début juin dernier, donc il y a quelques semaines. Et le 22 juin, vous avez un PCRL, donc un ancien auxiliaire de l'armée française, qui a été assassiné par les talibans de manière très brutale et très sauvage. Et donc après ces déclarations d'amnistie, si vous voulez, donc là on a déjà eu une illustration très concrète du fait que cette parole ne valait rien. J'ai donné l'exemple d'un Français, mais il y a également un Canadien, un Américain qui ont été très sauvagement assassinés. Et évidemment, il est à attendre que cette parole ne soit pas respectée et qu'ils se fassent tuer. Quand il fait pour l'armée française, ils étaient donc des traducteurs, mais pas seulement. Ce sont beaucoup de petites mains. Absolument, oui, c'est ça. C'est des gens, il faut comprendre, ce sont des personnes qui faisaient de manière générale le lien entre les soldats et la population locale. Donc vous avez effectivement des personnes dont le travail était exclusivement dédié à des fonctions d'interprète. Vous avez des personnes qui étaient chauffeurs, cuisiniers, mais il faut bien comprendre que ces rôles n'étaient pas figés et que ce qui est inscrit sur votre fiche de poste avait évidemment vocation à évoluer. Et une personne qui était cuisinier pouvait tout à fait se retrouver à faire des déplacements parfois avec des personnes, avec des militaires s'ils restaient longtemps dans un camp. Donc les rôles n'étaient absolument pas figés et surtout c'est important de préciser que comme c'était des personnes qui faisaient le lien avec la population locale, ils sont parfaitement identifiables par la population locale et les talibans. Oui, on entend que les talibans font des listes pour aller justement éliminer tous ceux qui ont pu travailler pour la France, mais pas seulement, pour les Occidentaux en général. Est-ce que vous avez eu confirmation de cette information, de ces listes ? Alors moi j'ai effectivement entendu parler de ces listes-là, mais ce que j'ai pu constater en tant qu'avocat dans le cadre du contentieux qui nous opposait au ministère des Armées, mais ça j'y viendrai par la suite, c'est que beaucoup de mes clients recevaient des lettres de menaces chez eux, donc qui les contraignaient à déménager très régulièrement, donc ce qui montrait bien que les talibans étaient suffisamment bien informés, qu'ils étaient au courant de leur domicile, de l'endroit où se trouvait leur domicile, et ils étaient également au courant de l'endroit où ils déménageaient par la suite parfois. Donc oui, effectivement, cette liste, sans l'avoir effectivement vue, je comprends qu'elle existait très probablement puisque beaucoup de mes clients recevaient des lettres de menaces régulièrement. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont facilement identifiables. Alors Emmanuel Macron en a parlé hier soir lors de son intervention. Il a fait une promesse. C'est notre devoir et notre dignité, dit-il, de protéger ceux qui nous aident. Sauf que ce que vous nous racontez ce soir, c'est que ces évacuations ou ces mesures de protection n'ont pas encore commencé à ce stade. Non, à ce stade, elles n'ont pas encore commencé. Alors, j'ai écouté Florence Parly ce matin. J'ai espoir que ça soit dans les prochains jours, mais je comprends effectivement que ça va prendre un peu de temps et c'est inévitable. Mais pour l'instant, effectivement, ce que Emmanuel Macron a déclaré hier,
aucun de mes clients et des personnes qui sont défendues et représentées par l'association et par mes confrères et consoeurs n'a été évacué pour l'instant. La première évacuation, semble-t-il, s'est limitée à des ressortissants français et quelques personnes étrangères liées aux pays partenaires. Alors j'ai vu cette formule, je ne sais pas ce qu'elle recouvre précisément. Qu'est-ce que vous dites aux autorités françaises? Le temps est compté, là, il ne s'agit pas de traîner? Alors il y a effectivement une urgence absolue pour qu'ils soient rapatriés et évacués dans les plus brefs délais. Mais ça, je pense que la France en a évidemment conscience. Le vrai enjeu, la vraie difficulté, ça va être de savoir comment concrètement on va leur permettre de regagner l'aéroport, puisque, comme vous le savez, l'aéroport est cerné par les talibans qui filtrent les allées et venues. La ville de Kaboul est quadrillée également par les talibans. Donc, très concrètement, la vraie difficulté, ça va être de savoir comment on achemine ces gens qui sont cloîtrés chez eux, qui ont peur de sortir et de peur d'être reconnus et d'être tués, jusqu'à l'aéroport. Par exemple, les autorités allemandes, les autorités allemandes disent n'avoir aucune garantie de la part des talibans que les personnels afghans prêts à être évacués seront autorisés à passer. On imagine que c'est la même chose pour les autorités françaises. Alors, ces évacuations, elles avaient commencé en amont, parce qu'un certain nombre sont déjà arrivés en France. Qu'est-ce qui a fait qu'un certain nombre sont restés là-bas? Il y a eu des refus de visa de la part des autorités françaises? Oui, tout à fait. Et je suis ravi d'entendre le président Macron dire hier que la France avait pour devoir et qu'il en allait de sa dignité d'accueillir ces personnes. C'est un son de cloche auquel s'est joint Madame Parly ce matin, notre ministre des Armées. Mais il faut comprendre que ça n'a pas du tout été la position de la France depuis toujours et qu'au contraire, on s'est heurté avec le collectif d'avocats et l'association à une vraie volonté politique de s'opposer au retour de ces personnes-là. Donc effectivement, il y avait eu, sur les 800 personnes qui ont été embauchées par la France, 220 très précisément qui sont revenus dans le cadre de divers processus qu'on appelle de relocalisation, c'est-à-dire en fait des sélections au cas par cas par plusieurs ministères. Il y en avait eu en 2012, puis en 2015 et 2018 sous pression de l'association notamment. Et au total, ça a permis à 227 personnes de regagner la France. Vous avez ensuite une cinquantaine de personnes qui arrivaient par la voie contentieuse. Donc en tout, on avait un peu moins de 300 personnes sur les 800 qui a réussi à revenir en France. Pour les autres et notamment ceux que je représente, ils ont fait des demandes de visa. Ils ont fait des demandes de visa auprès du ministère des Armées pour faire ça assez simple, pour dire ça assez simplement. Et le ministère des Armées, évidemment, ne répondait même pas. Donc, c'est-à-dire que ça créait une décision de refus qui était implicite et qu'on allait attaquer devant les tribunaux administratifs. Et évidemment, il faut comprendre que le ministère des Armées s'opposait très frontalement à chaque audience. Le ministère des Armées venait croiser le fer pour éviter de faire revenir ces personnes-là en France. Avec quels arguments? Alors, avec quels arguments? Eh bien, tout simplement en considérant que tous les documents qui étaient produits, quand des documents étaient produits, étaient soit des faux, ou en tout cas en faisant peser sur chaque document une présomption d'inauthenticité. Il faut savoir que le ministère des Armées s'est organisé pour essayer de fragiliser tous les dossiers et qu'une équipe de limiers, de juristes, s'attachait à fragiliser tous les dossiers qui lui étaient présentés. Et par quels arguments? Également en considérant que les personnes qui ont travaillé pour les forces internationales et la France plus précisément n'étaient pas spécifiquement menacées par les talibans, à rebours pourtant de ce qu'observent un grand nombre d'ONG, d'observateurs internationaux, et à rebours également du fait que l'État avait lui-même déjà entrepris des relocalisations, ce qui était une manière d'admettre le fait que ces gens-là étaient menacés. Donc on s'est heurté à une très grande mauvaise foi et un vrai acharnement, il faut le dire, dans la volonté du ministère des Armées, dans leur refus surtout de rapatrier ces personnes. Avec donc de très fortes réticences à faire revenir un certain nombre de ces auxiliaires et de ces employés de l'armée française qui sont toujours là-bas aujourd'hui. Une grosse centaine, vous nous disiez, et on va continuer de suivre évidemment ce sujet. Merci d'avoir été en direct, l'invité d'Europe Soir, maître Antoine Auric. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'avocat de l'association, en tout cas l'un des avocats d'un collectif qui défend l'association des interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française. Merci à vous, très bonne soirée.